Mesdames, Messieurs, bonjour. Depuis le 16 septembre dernier, l'école béninoise a rouvert ses portes. Une nouvelle année qui devra aboutir à de meilleurs résultats. C'est le souhait de tous, le gouvernement de notre pays en premier. Le président de la République, qui a mis son mandat sous le signe des réformes, en avait aussi pour notre école. Une école de qualité. Quoi de plus noble? Sauf que de la coupe aux lèvres, il y a loin, dit l'adage. Si dans le secondaire, les aspirants essaient de s'adapter tant bien que mal à leur nouvelle réalité dans le primaire, les enseignants semblent vivre de l'inédit. Des tables et bancs refoulent leur trop plein d'occupants par terre. Et même à même le sol, enseignant, c'est difficile pour lui d'accéder au fond de la salle et pour les apprenants, aussi difficile d'avoir l'attention de cet enseignant. Ils sont plus d'une centaine. L'enseignant, devant le spectacle, perd son latin, le gouvernement lui garde le sien. Ça s'appelle classe multigrade. D'autres apprenants attendent toujours, plus d'un mois après la rentrée scolaire, un enseignant qui ne vient pas encore. Beaucoup sont formés dans les écoles normales d'instituteurs, ont été évalués, attendent à la maison leur déploiement. Et comme si le gouvernement en avait suffisamment, 503 de la promotion 2008 sont désormais suspendus et sont à la maison. Que se passe-t-il dans nos écoles? Pour nous éclairer, nous recevons pour vous ce matin Alain Dosso-Ronlaï. Bonjour, Monsieur Ronlaï. Oui, monsieur Jossou. Vous êtes inspecteur des enseignements maternels et primaires. Vous êtes psychopédagogue de l'éducation et de la formation. Vous êtes surtout secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Merci d'avoir répondu à notre appel ce matin. C'est bien moi qui vous remercie Monsieur, d'avoir reçu sur votre plateau. Monsieur le secrétaire général, dites-nous cet état des lieux que j'ai fait dans mon introduction dans nos écoles, surtout primaires, puisque vous êtes des enseignements maternels et primaires. Est-ce que ça remonte à vous ou est-ce que le ministère a un autre tableau de ce qui se passe dans nos écoles? Merci, monsieur Jossou. Dans votre introduction, vous avez abordé beaucoup de questions. Vous avez abordé la question des aspirants, la question des effectifs pléthoriques, suite au jumelage et aux classes multigrades, la suspension des enseignants et tout. C'est vrai que tous ces sujets sont d'actualité. Ça peut ne pas avoir la même lecture d'un citoyen à un autre. Tous ces sujets existent et le ministère les maîtrise très bien. Et quelle est la lecture du ministère? Puisque vous dites que ça peut ne pas être la même lecture d'un citoyen à un autre. Nous sommes spectateurs, nous observons de loin. Vous êtes acteur, vous êtes dans le système. Commençons d'abord par le souhait du gouvernement. Le souhait du gouvernement, c'est que chaque année scolaire que nous démarrons soit une année apaisée, une année de réussite pour les enfants. Cela suppose donc une année bien organisée, que les enseignants et les élèves travaillent normalement dans les classes. C'est là donc les dispositions que le ministère est en train de prendre et prend chaque jour pour que nous ayons de bons résultats à la suite d'un travail correct dans les classes. En ce qui concerne donc les réformes dont vous avez parlé, ce qui fait beaucoup tabac ces temps-ci, c'est la réforme au sujet de la fusion des écoles, la fusion des classes dans les écoles, ce qui a entraîné, comme vous le dites, les effectifs que vous appelez pléthoriques. Est-ce que ce n'est pas pléthorique? Est-ce que c'est nous qui appelons ces effectifs pléthoriques quand on est enseignant, on se retrouve en face de plus de 100 apprenants? C'est bien, monsieur Jossou. Il faut déjà partir du début des choses. La fusion des classes dans les écoles est venue à partir d'un constat. Vous savez, au Bénin, nous avons adopté comme ratio 50 élèves par classe et par enseignant il y a un moment. Mais avec aujourd'hui
l'avènement de l'actuel gouvernement, nous avons révisé les choses pour qu'un enseignant soit à l'aise pour enseigner dans sa classe, il faut qu'il soit en face de 45 élèves. C'est le ratio que nous sommes en train d'adopter actuellement. Mais il est constaté que lorsque vous allez dans certaines écoles, des enseignants se retrouvent en face de 7 apprenants, 12 apprenants, 20 apprenants, pendant que dans d'autres départements, dans d'autres circonscriptions scolaires, ou même à côté de ces écoles, d'autres enseignants se retrouvent en face de 80. Cela pose le problème de la répartition correcte de nos enseignants dans les écoles. Si un enseignant qui doit tenir 45 élèves se retrouve devant 12 élèves, vous entendez avec moi que cet enseignant est sous-employé. Dans le même temps, celui qui doit se retrouver devant 45 élèves, s'il se retrouve devant 80 élèves, il est surutilisé, n'est-ce pas? Et donc, il faut revoir les choses. Et le ratio, quand nous les avons, les ratios, quand nous avons parcouru les départements, nous avons constaté que dans certains départements, la moyenne est au-dessus de 60, 69, 70 par là. Alors que dans d'autres départements, la moyenne se trouve dans 40, quelquefois même en deçà de 40. Dans le même temps, il y a des classes sans maître. Et cela ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, le problème de pénurie d'enseignants dans nos écoles, vous l'avez vécu certainement quand vous étiez sur les bancs aussi. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc, pour régler tous ces problèmes, nous avons dit qu'il faut considérer en moyenne le nombre d'élèves qu'on doit avoir dans chaque classe et donc dans chaque école pour donner le nombre d'enseignants qu'il faut en tenant compte du ratio. Donc, lorsque vous allez dans une école qui doit avoir 45 par classe, le minimum que nous devons trouver dans cette école, c'est 270 élèves. Lorsque je fais 45, que je multiplie par 6, ça doit me donner 270 élèves. Si nous n'avons pas 270 élèves et que nous avons par exemple 150 élèves, est-ce qu'il faut garder 6 enseignants, 5 enseignants dans cette école? Alors qu'à côté, une école qui a beaucoup plus d'enseignants et beaucoup plus d'élèves, a moins d'enseignants. C'est dans ces conditions que nous avons dit qu'il faut alors regrouper certaines classes pour qu'un enseignant puisse tenir le nombre d'enfants qu'il a à tenir pour que nous puissions, pour le moment, utiliser à bon escient l'effectif des enseignants que nous avons à disposition. Est-ce que prier ici, oui, faites votre parenthèse oui, d'abord. Le ministère des enseignements maternels et primaires ne recrute pas les enseignants. Le ministère des enseignements maternels et primaires utilise les enseignants qui sont mis à sa disposition par le gouvernement à travers le ministère de la fonction publique qui organise les concours de recrutement. Mais les deux font partie du même gouvernement. Bien sûr, mais chacun a son rôle. Nous sommes les ministères utilisateurs, mais c'est un autre ministère qui met à disposition du ministère utilisateur les agents à utiliser. Vous avez fini avec votre parenthèse. Priez ainsi, quand on dit qu'un enseignant doit tenir au moins 45 élèves et qu'on le retrouve à tenir 30, il faut désormais jumeler les classes, faire ces classes multigrades. Et puis, est-ce que ce n'est pas réduit l'enseignant comme, excusez peut-être l'analogie, une vache qu'il faut traire et parce qu'il n'est pas déjà en face de 45 apprenants, il est sous-employé? Vous savez, ce n'est pas tout à fait ça. C'est les conditions que nous vivons actuellement dans le système qui font du moins que nous sommes obligés de faire cette gestion conjoncturelle avant que les choses ne puissent se mettre en ordre. Je vous donne un seul exemple. Voici une école dont je tais le nom, c'est dans Dassazoumé. Au CI, nous avons 44. Au CP, nous avons 14. Voulez-vous qu'on mette un enseignant devant 44 élèves pendant que quelqu'un d'autre est devant 14 élèves? Est-ce qu'on ne peut pas mettre le CICP là ensemble et avoir 58 élèves dans cette classe? Est-ce que c'est déjà trop pour un enseignant? Ce n'est peut-être pas trop, 58 pour vous. Mais prenez également l'exemple de ceux qui se retrouvent avec 120 et quelques. Oui, les 120 et quelques, nous en arrivons là. Et dès que le problème est posé, que les gens ont commencé par crier, et surtout les cieux, il y a 120 élèves, il y a 80 élèves, le ministère n'était même pas encore resté voir croiser. Le ministère, dès que la fusion a été faite, le ministère a déjà la situation au plan national, puisque nous avons demandé au DEDAM de nous envoyer
la liste des écoles qui ont connu des classes fusionnées avec l'effectif de l'école d'abord et l'effectif des classes fusionnées. Et je peux vous dire que la situation est ici tout de suite. Là où vous trouvez par exemple qu'il y a 180 élèves, 70 élèves, c'est souvent des classes CICP où les directeurs d'école ont fait de nouveaux recrutements. Sinon, avant que l'on ne fasse l'opération de fusion, on n'est pas allé au hasard. L'opération de fusion a suivi une procédure vraiment scientifique. D'abord, la DPP au bureau connaît les effectifs par classe dans le pays. Et nous avons vu les effectifs qui sont chétifs comme ceux que vous voyez. La DPP, c'est la direction de la programmation et de la prospective. Vous voyez un C1 dans cette école. Vous voyez un C1 de 20 élèves et un C2 de 8 élèves. Et c'est ça. Et ça c'est récent. Ces données-là ont été envoyées la semaine dernière. Alors, je viens. Combien d'exemples du genre on peut donner aujourd'hui? Parce que j'ai l'impression que ces cas sont vraiment minimes à côté. Justement, c'est vous qui le pensez. Moi, je peux vous mettre à disposition tous les documents qui sont à ma disposition ici et vous verrez que les cas où les élèves sont nombreux pour un enseignant sont des cas rares. Voilà. Et, enfin, si vous parcourez 2, 3 ou 4 écoles, vous pouvez en trouver. Mais quand on parcourt tout le pays et qu'on met le tout ensemble, on trouvera que c'est des cas rares. C'est vrai que c'est préoccupant aussi. Et j'étais en train de vous décrire le processus. Le processus a consisté donc à voir les écoles qui ont les effectifs chétifs. Et dans ces écoles, nous avons, quand on a fait la liste, on est allé sur le terrain. Les chefs de circonscription scolaire, les directeurs départementaux des enseignements maternels primaires, ont été associés pour confirmer que ces effectifs sont vrais, avec les cahiers contrôle de chaque circonscription scolaire. Et j'ai été personnellement dans le département du Borgou où j'ai dirigé la séance là-bas. Et chaque circonscription scolaire a attesté que effectivement ces classes-là ont des effectifs comme celui que la DPP a révélé. Lorsque c'est faux, nous corrigeons en même temps et cette école est déclassée. Alors lorsque c'est juste, ce sont ces écoles que nous avons recensées et c'est des effectifs des classes que nous connaissons chétifs que nous avons mis ensemble. Ces effectifs mis ensemble ne devraient pas dépasser 70 par exemple, parce que dès qu'on arrive déjà à 80, ça fait déjà 2 classes, puisque j'ai parlé de 45 comme ratio ici. Même quelquefois quand nous voyons que dans certaines écoles, l'effectif à mettre ensemble fait 70 à 75, nous laissons. Et donc, si vous voyez sur la fiche ici, il ne s'agira que des écoles à effectifs chétifs. Et voilà. Vous avez encore quelque chose à ajouter ou je peux continuer? Allez-y. Donc, puisque vous parlez de ces classes qui sont fusionnées, et on fait ces opérations en pleine année scolaire, M. Omlei. Ah, mais non. En pleine année scolaire. Non. Ces opérations ont été faites depuis l'année scolaire finissante. Notre année qui était vers sa fin a été utilisée pour faire ces opérations. Et c'est pendant les vacances que tout ça est déjà fait. C'est vrai que l'arrêté portant fusion est arrivé à la rentrée, mais le travail avait été déjà fait depuis les vacances. On n'a pas l'impression. Vous voyez, quand ça marche bien, les enseignants ne disent pas. Ils disent souvent ce qui ne les arrange pas. J'en suis un. Je suis enseignant aussi. Et lorsque ça ne va pas et que l'enseignant crie, quand ça va, il ne dit pas que ça va. Sinon, c'est des effectifs qu'eux-mêmes savent. Très chétif. Lorsque vous mettez un... Ouais, je peux vous montrer beaucoup de cas où jusqu'à présent, 2 classes fusionnées donnent 17. Or, les enseignants, même les directeurs d'école, ont mal géré cette opération de fusion. On n'a pas dit de fusionner. Ouais, ils aiment faire le jumelage, c'est-à-dire ils aiment faire le CICP, le C1-C2, le CM1-CM2. Alors que lorsque le CI est déjà à un certain effectif, qu'on ne peut plus les mettre ensemble avec le CP, alors que le C2 est bien chétif là-bas ou que le CM2 est chétif là-bas, il faut faire ce mariage-là entre les 2 classes qui ont les effectifs chétifs. Entre lesquels? Entre le C2 et le CM2? Ça peut bien se faire. C'est ça que nous appelons classe multigrade. Et je voudrais vous dire que ce n'est pas pour la première fois. Moi, j'ai été enseignant, j'ai tenu des classes C2, j'ai tenu CI et CE1 à la fois. CI et CE1. Et je voudrais vous dire également que ce n'est pas pour la première fois que ça arrive dans le pays. Et je crois en 2011, alors que la situation s'était imposée dans 2 départements de notre pays, le ministère rapidement a organisé et a mis en place un projet de formation des enseignants
à la pédagogie des classes multigrades et classes jumelées. C'est un inspecteur qui avait géré ce projet-là. Il est encore vivant, il est aujourd'hui encore en activité et ça a bien marché. Ça s'est passé dans 2 départements de notre pays. Les modules de formation sont là. Et je voudrais encore dire que lorsqu'un enseignant bien formé dans une école normale ou que même s'il n'a pas fait une école normale et qu'il a été recruté bien formé, l'enseignant est préparé à garder n'importe quelle classe et qu'elle soit multigrade ou classe uniforme. Aucune classe au monde n'est uniforme. Il n'y a pas de classe homogène parce que les enfants n'ont pas fait les mêmes milieux. Les enfants n'ont pas grandi dans le même environnement social. Les enfants n'ont pas fait les mêmes écoles. Ils n'ont pas les mêmes fréquentations. Ils n'ont pas la même intelligence. Par conséquent, vous allez dans une classe, vous ne trouverez jamais des enseignants de même niveau. Toutes les classes par essence sont des classes multigrades. Et donc les enseignants sont formés à tenir des classes multigrades. Ils sont formés à la pédagogie des classes multigrades, ce que nous appelons l'enseignement individualisé. L'enseignement individualisé, c'est adapté aux classes multigrades. C'est tout. Et donc l'enseignant, pour lui, c'est une question d'organisation de la classe maintenant. C'est une question d'organisation, mettre le CP au travail, mettre le C1 et le C2, si vous voulez, c'est comme l'exemple que vous avez choisi ça, mettre le C2 au travail dans la même salle de classe. Dans la même salle de classe. Oui. Et voilà, à la rentrée, je prends la classe de CM2. Et puis, le directeur d'école découvre qu'au CE2, il n'y a pas, en tout cas, l'effectif ne mérite pas qu'il y ait un enseignant qui soit mis à la disposition de la classe. On m'amène ces apprenants. Vous avez parlé d'organisation du temps du travail. Est-ce que vous pensez que ces apprenants auront la même attention de cet enseignant, pour le temps qu'il passera avec eux, ou est-ce qu'il ne va pas plus s'occuper d'une classe et laissera l'autre? C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'une question d'organisation. Les enfants, au début, s'ils ne sont pas habitués à ce genre de Parce que je suis au CE2, mais je me retrouve en cohabitation avec un élève de CM2. Ah, mais vous êtes dans votre rangée de CE2 et les activités qui sont déroulées avec votre classe n'ont rien à voir avec les activités de la classe du CP. Et les enfants de CP sont également à leurs activités. Et les deux travaillent dans la même salle de classe. Ce n'est pas qu'au Bénin que cela se passe. Et encore que je dis que chez nous, c'est conjoncturel. Dans peu de temps, quand tout rentrera dans l'ordre, chacun rentrera dans sa classe et aura son effectif. Mais il faut quand même accepter qu'aujourd'hui, dans notre pays où il faut utiliser de façon judicieuse les ressources de l'État, qu'on ne mette pas un enseignant devant 7 élèves, qu'on ne mette pas un enseignant devant 12 élèves. Il faut revoir les choses. Et c'est dans cette optique que nous avons travaillé. Est-ce que vous vous rendez compte que vous donnez plus de travail à cet enseignant qui, à la maison, devra préparer des fiches, devra corriger des cahiers d'activité, non pas un seul? Et puis, est-ce que vous vous rendez compte, est-ce que vous l'avez préparé psychologiquement à ça? Est-ce que vous l'avez mis dans les conditions pour qu'il puisse gérer de façon efficiente cette réalité-là, désormais, M. Ça se fait, M. Ça se fait? Ça se fait. Et je vous assure que le ministère est en train déjà de se préparer pour renforcer les capacités des enseignants qui sont dans ces conditions. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous avons tout de suite ici, nous avons déjà la liste des écoles concernées, les effectifs que chaque enseignant a, et nous savons quelles mesures prendre pour que ces enseignants-là soient dans leur capacité renforcée pour tenir ces classes-là. Ça se fait. Monsieur Moulaye, il y a une salle de classe. Les salles de classe sont conditionnées. On sait le nombre d'élèves que ça peut garder. Les tables et bancs, on sait le nombre d'élèves que ça peut garder. Est-ce que cette dimension de la chose aussi a été prise en compte? Parce qu'on voit des apprenants dans des écoles par terre, parce qu'il n'y a pas de place. Les classes ne sont pas élastiques. On ne peut pas les rallonger quand elles doivent contenir 50 élèves pour qu'elles se retrouvent à contenir 120 et autres. Non, monsieur Est-ce que vous avez tenu compte de ces réalités-là où, quelque chose qui se passe, la classe elle est multigrade? On ne va pas mélanger les choses, on ne va pas mélanger les problèmes d'infrastructure aux problèmes de la fusion des classes que nous avons opérées. En ce qui concerne la fusion des classes, la limite à ne pas franchir est connue. Maintenant, en ce qui concerne le manque d'infrastructures ou l'insuffisance d'infrastructures et de mobilier, c'est une autre question. Est-ce que l'un ne va pas avec l'autre? Bien sûr. Je me retrouve, en tout cas, j'avais 40 élèves devant moi. Il y en a 25 ailleurs, ou il y en a 35 ailleurs. On me les amène où il y a... souffrez que je table sur ces effectifs que nous appelons pléthoriques. Si vous faites 40 plus 25, ça fait 65. Ça peut encore tenir dans une classe. Nos classes ont comme dimension 9 sur 7. Et quand je me retrouve, parce que je disais, souffrez que je prenne comme exemple ces effectifs pléthoriques, avec plus de 100 dans la classe,
Est-ce que je vais dissocier les problèmes d'ordre infrastructurel avec cet autre problème qui est quand même là? Plus de 100 ne provient pas de l'opération de fusion. C'est clair. Ça, le directeur, peut-être par insuffisance d'enseignants, a pris des dispositions, mais plus de 100 ne provient pas de la fusion. Ça, fouillez tous nos documents. Les critères pour qu'on fusionne 2 classes ont été bien étudiés et bien partagés avec les gens. Plus de 100, ça ne provient pas de nous. Même à 80, ça ne provient pas de la fusion. Donc vous rejetez la responsabilité non, bon, sur le directeur d'établissement. Nous ne rejetons pas. Non, bon, dire qu'on a rejeté la responsabilité, c'est trop dit. On ne va pas rejeter la responsabilité. Ils ont pris les mesures qu'ils peuvent. Mais si elles ne sont pas bien prises, nous allons corriger avec eux. Et déjà, je lance un appel au chef de circonscription scolaire pour voir comment est-ce que les classes sont mises ensemble pour que nous ayons 100. Et je vais vous donner un exemple. Dans une école où le directeur devait tenir une classe, et ça se passe dans l'OME ici, je tais le nom de l'école, mais les directeurs ont préféré mettre les CICP ensemble, les CI des deux écoles, les CP des 2 écoles ensemble pour pouvoir dégager des enseignants afin de ne pas eux-mêmes avoir de classe. Ça, ce n'est pas la fusion. C'est une organisation interne qui est malsaine même. Ça se passe dans l'OME ici, je tais le nom de l'école. Pour ne pas exposer là, c'est une seule école. Mais je donne un exemple, et je ne sais pas combien d'écoles ont fait ça. Moi aussi, je donne un exemple. Et je dis que quand ça dépasse 80, ce n'est pas le fait de la fusion. Et lorsque vous allez sur nos documents que nous avons collectés, vous verrez que partout où nous avons dépassé le seuil de 80, on est allé à 90, 100, c'est des CI et CP, et donc des élèves nouvellement recrutés. Lorsque le directeur d'école sait que le CP a déjà 50 et qu'il a recruté 60, par exemple, pour le CI, ça fait 2 classes. On ne lui a pas demandé de fusionner. Notre opération de fusion est scientifiquement bien faite. On n'a pas fusionné au-delà de 70, de 80, comme... Non, c'est pas ça. Les directeurs ont pris des dispositions. Ils n'ont pas tort parce qu'ils ont essayé de juguler à leur manière le problème de pénurie d'enseignants. C'est ce qu'ils peuvent faire. Nous allons les y aider. Monsieur le secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires, est-ce qu'il est arrivé des cas dans lesquels vous vous êtes rendu compte que malgré les classes multigrades et toutes les dispositions prises, il y a finalement de classes ou d'enseignants qui se retrouvent avec un trop-plein ou avec moins et que vous soyez obligé de supprimer? Supprimer des classes? Une classe. En dehors des classes que nous avons mises ensemble, l'opération de jumelage, l'opération de fusion, comme nous l'appelons, a été bien menée et a sorti le nombre de classes qu'il faut pour l'école qui a connu une fusion de classes. Si l'école était à 6 classes et est réduite à 4 classes, on devrait avoir 4 classes là. Et l'effectif doit répondre et ne doit pas être pléthorique. Ça, je vous l'assure. Si l'école était à 6 classes et est réduite à 3 classes, vous verrez que les 3 classes sont dans les normes. Et je précise qu'il n'y a pas eu de fusion, il n'y a pas eu de suppression d'école. Il n'y a pas eu de fermeture d'école, contrairement à ce que les gens disent. Les fermetures temporaires d'école qu'on peut constater, c'est au sein des complexes scolaires. Les complexes scolaires, par exemple, un groupe A, B, C, le C peut disparaître au profit de A et de B. Je suis d'accord. Et l'école gardera ses apprenants. L'école gardera ses apprenants. Les enfants ne peuvent pas quitter une école pour une autre. La fusion n'a pas dit ça. Et je profite pour vous donner un exemple de directeurs d'école qui ont dit, mon école était à 6 classes, désormais elle est réduite à 4 classes, et CM1, CM2, vous allez dans d'autres écoles. Ça ne répond pas à la philosophie de la fusion. Les enfants ne doivent pas quitter l'école pour une autre école. Ils sont répartis dans la même école. Quand il s'agit d'un complexe, l'école est fermée, d'accord, mais les enfants occupent toujours le même environnement. Ils sont toujours dans le même espace. Voilà. Dans le même espace, ah oui. Parlant d'établissement, où ils peuvent sortir de cet établissement pour aller dans l'établissement d'à côté. Dans le même complexe. A, B, C. Le C n'existe pas, mais les enfants font le A et le B. Ils n'ont pas quitté l'école. C'est toujours la même enceinte. Mais dans le cas où ce n'est pas un complexe, l'école peut être réduite à 2 classes, mais l'école n'est pas fermée. Je précise. S'il y a un cas quelque part, les gens n'ont qu'à nous révéler ça. Qu'en est-il de ces apprenants qui attendent depuis le 16 septembre dernier, des enseignants qui ne viennent pas? Ah oui, les enseignants, ça viendra. Je vous ai dit tantôt que c'est un problème qui ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, le problème de pénurie d'enseignants
Ce n'est pas spécifique au Bénin et ça ne date pas d'aujourd'hui au Bénin. Les dispositions sont en train d'être prises. Peut-être que ça prend un peu de temps et je comprends les citoyens béninois qui s'impatientent. Je les comprends, ils ont raison, c'est sans savoir ce que nous sommes en train de faire. Le point est fait. Je ne donnerai pas de date, je ne donnerai pas de période, mais vous verrez que nos classes seront dotées d'enseignants dans peu de temps. Plus de 2 mois après la rentrée scolaire. Oui, Il faut le préciser. Oui, mais il faut faire les choses, avec du sérieux, il faut faire les choses patiemment pour ne pas faire du n'importe quoi. Les enseignants iront en classe, les enfants auront d'enseignants. Ça, comptez sur nous, le gouvernement s'échine pour cela. Est-ce qu'on ne dirait pas que le gouvernement trop embrasse en plein air? Moi, je l'avais dit tout à l'heure, on devrait pouvoir anticiper. On ne devrait pas attendre 1 mois avant d'envoyer des apprenants dans des salles de classe, des directeurs ou des maîtres qui sont obligés d'aller dire à la salle d'à côté, silence, tête comptable, ou carrément d'être obligés de les rejeter dans la cour pour qu'ils soient en train de s'amuser. Ils retournent à la maison et puis ça continue. Non, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi avoir été obligé de dire la rentrée était pour le 16 septembre s'il y avait des problèmes là pour lesquels on n'avait pas encore de solution? Non, et d'autant plus que la solution est déjà trouvée, la solution est là. Il suffit juste de quelques réglages pour que cela soit mis en route. Sauf que nous vous disions que nous sommes conscients que nous avons commis ce retard-là, mais qui sera rattrapé tout à l'heure. Et vous verrez que les classes recevront des enseignants. Ça, les dispositions sont en train d'être prises. Ce qui fait couler beaucoup d'encre et de salive, cette année-ci, à cause de cette situation, je le sais, vous l'avez abordé tantôt, c'est l'évaluation des enseignants normaliens qui sont à la maison et qui ont été évalués et qui n'ont pas encore repris. Ils sont impatients de reprendre. Non, mais là, je profite pour aborder cette question puisque vous me l'avez posée dans vos préalables, dans votre introduction. Le gouvernement qui a demandé de faire l'état des lieux et de constituer une cagnotte d'enseignants dans laquelle on peut puiser pour utiliser dans nos classes, le gouvernement a son plan. C'est le gouvernement même qui a dit qu'il veut évaluer les enseignants pour voir ceux qui sont à même de travailler dans les classes. Pourquoi doit-on être pressé maintenant en poussant le gouvernement à aller vite? C'est vrai, le besoin est là. On a composé, on les appelle les aspirants. Mais ils n'ont pas fait un concours de recrutement. C'est ça justement. On n'a pas fait un concours de recrutement. On ne leur a jamais dit, après ce examen, après ce test de niveau qu'on vous a fait, on va vous envoyer dans les classes. On ne leur a pas dit ça. On n'a pas dit que c'est un concours de recrutement. Mais le gouvernement a dit, venez composer, on ne sait pas ce à quoi ça va servir, on n'a qu'à patienter. On sait très bien que ce sont des enseignants et qu'ils iront jouer en classe, travailler. Le paradoxe, c'est quand le besoin est là, oui, vous n'êtes pas pressé apparemment. On est bien pressé, mais il ne faut pas confondre précipitation. Il y en a parmi eux, pour ce que nous avons entendu, on en a reçu un ici cette semaine. L'évaluation, nous a-t-il dit, c'était depuis août 2018. Pour que les résultats sortent, il fallait attendre août 2019. Un an après, les résultats sont là. On ne dit plus rien. Faut-il attendre 1 an encore avant de s'y mettre? Si vous avez jugé bon faire cette évaluation, c'est parce que vous l'avez dit, vous avez senti le besoin. Et c'est là disponible. Oui, c'est bien. Et le gouvernement dit qu'il veut constituer une base de données. Quand on a une base de données, on sait pourquoi on veut l'avoir. C'est des enseignants, on les a jaugés, on connaît leur niveau. Ils iront certainement en classe un jour. Chez nous, la situation est plus délicate que les comparaisons que les gens sont en train de faire, que dans le secondaire, c'est déjà vite fait. J'allais vous le dire. Oui, mais dans le secondaire... L'évaluation a eu lieu les vacances dernières, et puis les aspirants sont déjà déployés, même si là-bas également, il y a des réalités. Vous savez, M. Diossou, dans le secondaire, c'est une question d'heures. Il faut attribuer des heures aux professeurs. Ils iront en classe, ils vont accomplir une certaine masse horaire. Mais chez nous, l'enseignant qui va être envoyé dans l'école sera responsable d'une classe et va rester devant les élèves. Et
ce n'est pas dans les centres-villes seulement que le besoin se fait sentir, c'est dans tout le pays. Ça, c'est plus facile d'attribuer une classe que d'attribuer des heures. Oh, mon frère, c'est ce Parce que qu'il faut faire le calcul, il faut en donner aux permanents, aux contractuels, il faut voir le reste maintenant, qui est là, qui est-ce qu'il faut mettre ici en fonction de ses capacités et tout ça. Alors que si c'est la classe, on sait qu'on est sorti d'une école normale d'instituteurs. Si on vous remet le CED aujourd'hui, vous allez vous y mettre. Oh là là, mais vous pensez que c'est si facile. Et au primaire, c'est beaucoup plus délicat. Chaque enseignant sera devant une classe, devant un auditoire composé d'enfants de la classe. Il faut qu'on les répartisse au prorata de nos besoins. C'est plus délicat. Toujours est-il que... Est-ce que les besoins n'étaient pas déjà identifiés quand après une évaluation, vous retenez un peu plus de 5 000? Les besoins sont identifiés et dépassent même les 5 000 dont vous parlez. Les besoins sont identifiés et dépassent. C'est là la délicatesse de la question. Vous savez, aujourd'hui, nous avons un besoin de près de 10 000 enseignants. Nous avons un besoin de près de 10 000 enseignants. Dans le primaire. Dans le primaire. Si vous en trouvez 10 000 maintenant, c'est encore qu'à la fin de l'année, tout à l'heure, 523 iront à la retraite. C'est dire que nous avons la situation en main. Nous connaissons la situation du personnel enseignant au ministère des enseignements maternels et primaires. Et donc, patientez, et vous verrez que les dispositions que nous sommes en train de prendre sont déjà presque à terme, et vous verrez que dans les classes, bientôt, il y aura des enseignants pour encadrer nos enfants. Encore que dans certains milieux, les parents n'ont pas attendu ça. Je ne dis pas que tout le monde doit le faire, mais si on le faisait, c'est encore bon. Les parents se sont organisés pour trouver des enseignants, pour garder les enfants en attendant que l'État pourvoie les classes de... Est-ce que là, ce n'est pas notre problème, M. Roulaye? Quand l'État, soucieux de la qualité des enseignants qui devront se rendre dans les salles de classe, fait des évaluations pour en retenir les bonnes graines, et que, parce que les enfants n'ont pas des enseignants, que les parents soient obligés d'aller en trouver d'autres dont ils ne sont pas sûrs de la qualité. Vous savez pourquoi j'ai abordé la question? Aujourd'hui, les gens pensent que l'État doit tout faire. Effectivement, sur le plan éducation, l'État doit faire, d'accord. Mais on ne peut pas aujourd'hui mettre de côté la participation de la communauté à la gestion de l'école. La participation de la communauté à la gestion de l'école n'est pas que du côté organisationnel. Les parents peuvent avoir à gérer le côté matériel, le côté personnel aussi. Nous avons bien encadré ça, et ça se fait depuis près de 2 ans déjà. Quand des parents, nous avons constaté qu'ils recrutent des enseignants pour encadrer les enfants, nous n'avons pas à leur dire non, c'est de bonnes initiatives, mais qui sont encadrées et comment. Lorsque nous constatons que les parents sont dans le besoin dans une école, nous demandons que les parents démontrent la pertinence de ce besoin-là, et qu'ils nous écrivent pour demander l'autorisation, parce qu'il faut payer cet enseignant. À combien faut-il le payer? Et combien d'élèves avons-nous dans l'école? Le total pour l'année, ça fait combien? De ce point de vue, combien chaque enfant va payer pour qu'il n'y ait pas de dérive? Et nous autorisons. Et nous voulons voir la qualité de l'enseignant qui est recruté. C'est diplôme et tout, donc l'inspecteur veille à tout ça. Comment vous voulez veiller à ça? Ah, mais monsieur... Vous en avez, vous ne mettez pas à leur disposition, eux, ils veulent en trouver, vous leur faites toutes ces conditions-là. Oui. Ils doivent justifier du besoin, ils doivent justifier de la pertinence, alors que vous savez qu'il y a des écoles qui sont là, qui n'ont pas d'enseignants. Vous savez, monsieur Joshua, l'école appartient tant à la communauté qu'à l'État. Et donc, nous sommes obligés de les aider à trouver le bon grain lorsqu'il s'agit de recruter des enseignants pour mettre à la disposition des classes. Nous, c'est notre devoir de veiller à la qualité de l'enseignement. Nous avons travaillé à l'accès et à la rétention, et c'est ça qui fait les effectifs dont vous parlez. Maintenant, nous devons veiller à la qualité. Il ne faut plus que n'importe qui aille dans les classes. Et en attendant que nous mettions à la disposition, si des parents d'élèves prennent la décision d'occuper les enfants par des enseignants, nous n'allons quand même pas leur permettre d'aller prendre, comme ce fut le cas que vous critiquez toujours, des tailleurs, des couturiers, et des coiffeurs, comme vous avez toujours l'habitude de dire. On sent que vous écoutez souvent sur les FM. J'écoute bien. Donc, on ne va quand même pas permettre, et on va encadrer. Et c'est notre rôle. Ce que ça laisse voir ou ça laisse comprendre, M. Roulaye, quand vous dites que si des parents sont prêts, cela voudra dire que la solution que vous avez à proposer, ce n'est pas une solution à court terme. Et pourquoi?
Si c'était une solution à court terme, pourquoi laisserez-vous des parents devoir aller recruter des enseignants? Non, mais ce que nous disons... Cela voudra dire que les écoles devront attendre des mois encore. Ce n'est pas pour cette année. Je vous ai dit que c'est une chose qui se fait déjà depuis près de 2 ans où nous autorisons les parents à le faire et à faire même d'autres dépenses. Je vous ai dit des dispositions, des précautions qui ont été prises par des parents jusque-là. Ça veut dire que quand nous allons mettre des enseignants à disposition maintenant, si on couvre toutes les classes, est-ce qu'ils auront encore besoin d'utiliser ces gens-là? Si à l'heure actuelle, à l'étape actuelle des choses, il n'y a pas ces initiatives qui viennent des parents. En attendant, vous, votre solution, c'est qu'on va attendre, les enfants vont rester là-bas. Je viens de vous dire, M. Djossou, que ce n'est pas pour longtemps. Et vous verrez, et vous me prenez au mot dans peu de temps. Et je vous appellerai pour demander, M. Djossou, qui a dit la vérité. Que répondrez-vous, M. Ronley, à ceux qui pensent que l'État, en procédant à l'évaluation des enseignants, surtout dans le primaire comme dans le secondaire, c'est pour avoir des officiers de réserve au cas où les évaluations prévues pour les enseignants contractuels de 2008 feraient flop pour les remplacer? Vous êtes constitué vos officiers de réserve et maintenant que bon, il n'y a que 503 entre griffes têtues, vous vous retrouvez avec ça sous les bras, vous ne savez pas comment gérer. Non, sous les bras, non. Comment on ne sait pas comment gérer? Non, mais là, jamais. Je voudrais vous dire, M. Djossou, que l'évaluation des enseignants a une histoire. L'évaluation des enseignants a une histoire. Et nous, au Bénin, nous aimons dire les choses sans nous renseigner, sans aller au fond des choses. Vous savez, je peux vous dire d'où est partie cette question de l'évaluation des enseignants. En 2017, alors que nous sommes en partenariat avec nos PTF, la Banque mondiale et tous, nous avons constaté que malgré tout ce que l'on fait dans certains départements de notre pays, le niveau des enfants continue d'être déplorable. Alors, qu'est-ce qui fait le problème? Les programmes sont les mêmes. Alors, les enfants, quand on donne ce qu'on doit donner, excusez, quand l'enseignant fait son travail comme il doit le faire, mais qu'est-ce qui peut... On a analysé tout et on a constaté à partir de certains faits que cela peut provenir, c'est une hypothèse des enseignants. Et ce qui nous a amené, tenez-vous bien, à remettre à nos enseignants des livres de mathématiques, de grammaire, à lire les livres de niveau CM2, d'accord, à lire, à parcourir les exercices qui ont des corrigés à l'intérieur. Des enseignants ont fini de faire cette évaluation, cette étude des livres et ont été évalués à la suite de ces enseignements. Vous savez que moins de 40% avaient la moyenne. Je vous parle de 2017. J'ai dit, mais et c'est là où nous sommes dit, mais si c'est comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc apporter une solution à certains besoins. C'est une expression de besoin. Ceux qui ont moins de 10, si vous les mettez ensemble pour faire une formation, parmi eux, il y a des gens qui sont à 5 de moyenne. Parmi eux, il y a des gens qui sont à 7 de moyenne. Est-ce qu'ils ont besoin de la même formation? Ceux qui ont de 0 à 9, avec ceux qui ont 12, est-ce que c'est la même formation? Ce n'est pas la même formation. Alors, ceux qui ont 14, est-ce qu'ils auront le même module de formation que ceux qui ont 10? Et c'est là où se pose le problème de la catégorisation des enseignants pour leur formation. Et ça là a été fait. Et je vais vous faire rire. Lorsque une dame, on lui a dit qu'elle a 12 de moyenne après cette composition et qu'elle devrait faire 3 jours de formation, vous savez ce qu'elle a dit? Oh là là, moi je n'ai rien fait, on m'a donné 12. Parce que ceux qui ont entre 0 et 9 bénéficiaient de 10 jours de formation à 4 500 francs par jour. Et donc, elle a déjà mesuré combien elle devrait percevoir si, entre-temps, elle était classée parmi la première vague de 0 à 9. Elle a calculé déjà ce qu'elle peut avoir. C'est-à-dire que, allez-y voir jusqu'où va notre mentalité au Bénin. Alors, ceux-là ont besoin de 3 jours de formation, entre 12, 13 et 14 par exemple. Alors que dans le module, des gens ont quand même, enfin, dans cette évaluation, des gens ont pu obtenir 16. Normalement, on devrait pouvoir obtenir 20 sur 20 parce qu'on est enseignant et qu'on est censé enseigner ces choses-là au CM2. C'est cette idée que nous avons dit, mais si c'est ça, voilà dans ces départements que le problème a été posé et voilà le résultat que nous avons. Et si on faisait l'extension de ce processus-là dans tout le pays
pour pouvoir mieux connaître les besoins de nos enseignants et les encadrer du point de vue de la formation pour qu'ils soient à même d'encadrer en retour correctement nos élèves dans les classes. C'était ça l'idée de l'évaluation des enseignants, c'est pour pouvoir savoir quel est le besoin réel de chaque enseignant en matière de la notion à enseigner, parce qu'en matière de pédagogie, il y a deux choses. Il y a la transmission de savoir, d'accord, mais il y a le savoir lui-même. Est-ce que je connais ce que je vais enseigner? Oui, je connais. Maintenant, est-ce que je sais comment transmettre? Oui, je sais comment transmettre, je suis un enseignant. Mais lorsque je ne sais pas ce qu'il faut enseigner, qu'est-ce que je vais faire en classe? Et là, c'est notre préoccupation. C'est ce qui a donc... C'est ça qui vous a fait évaluer des enseignants sur table, parce qu'ils n'étaient pas contre l'évaluation, ils sont contre la méthode. La méthode, elle est la meilleure. Quand vous sortez l'enseignant de son cadre et que vous le mettez sur table comme un examen de fin d'année scolaire, et vous lui donnez une épreuve, et c'est à base de cette épreuve que vous jugez de son aptitude à aller enseigner Monsieur en classe. Diossou, c'est pas mal s'y prendre. Je suis désolé, parce que, vous savez, moi je suis inspecteur, hein. Alors, quand on dit évaluer l'enseignant en situation de classe, c'est la transmission du savoir qu'on va évaluer là. C'est vrai que... Est-ce que ce n'est pas une opportunité pour voir déjà le savoir qu'il veut transmettre? Oui, c'est ce que vous avez l'opportunité d'apprécier les deux. Mais on n'appréciera pas tout. Parce que si je le vois en mathématiques, c'est vrai que je peux connaître son niveau en français, son niveau en mathématiques, tout à la fois. Vous ne pouvez non plus évaluer tout quand vous le voyez. Vous le sortez de son cadre et que vous le mettez sur table. Pour justement, mais au moins lorsque... Oui, mais c'est quand même une épreuve de français où on peut déjà apprécier globalement le niveau de cet enseignant-là. C'est une épreuve de mathématiques qui peut nous permettre également d'apprécier globalement son niveau en mathématiques. Alors, lorsqu'il est en situation de classe, nous allons le voir dans la transmission de savoir. C'est vrai que là aussi, nous mettons l'accent sur la notion à enseigner. Mais là, ce n'est pas la même chose que quand il compose pour que nous puissions voir ce qu'il lui faut aujourd'hui, c'est beaucoup plus le relèvement du niveau académique de l'enseignant. Monsieur Diossou, je voudrais vous demander d'aller dans certaines classes. Pas tout, ce n'est pas une insulte pour les enseignants, hein. J'en suis un. Mais dans certaines classes, l'enseignant ne peut pas écrire un test de 4 phrases sans une faute. Et ça nous fait honte. Nous sommes obligés de corriger ça. Et c'est ça qui nous a amenés à organiser ces évaluations-là, pas pour leur faire du mal. Bon, faire un contingent de réserve, ça vient de... Pourquoi avoir ciblé la contracture de la promotion 2008, M. Ronley, qu'ont-ils fait? Pourquoi c'est eux? C'est comme si c'était les brebis galeuses, les brebis galeuses de la fonction. Vous les prenez, eux, promotion 2008. On sait que 2008, on sait à quel moment, sous quel président ils ont été recrutés. Et vous n'allez pas empêcher ceux qui font des analyses politiques de faire des analyses politiques. Oui, entre autres raisons, M. Diossou. Vous savez que c'est des gens que nous-mêmes, inspecteurs, directeurs d'école, parents d'élèves, avions recrutés. Il y en a même qui avaient été déjà recrutés avant de se débrouiller pour avoir leur BPC parce qu'on n'avait pas tenu compte des diplômes. Ils avaient entre autres enseignants à la formation, ceux qui dirigent le ministère aujourd'hui. Oui, là c'est vous qui le dites. Qui dirigent le ministère? Ils disent, non pas des enseignants qui sont là-bas, ils avaient des formateurs aujourd'hui. Ah oui. Le professeur Maouyon Kakbo. Oui, ils ont raison, j'en suis un aussi, je les ai formés aussi. Vous savez, ce qui est arrivé à notre pays, la responsabilité de la chose là n'est pas à un seul niveau. Nous sommes tous coupables. Pourquoi la promotion 2008? Vous n'avez pas encore répondu à ma question. Pourquoi cette promotion? Oui, c'est vous qui m'avez interrompu. Pourquoi cette promotion? Et je vous disais que vous savez très bien les conditions dans lesquelles ces gens-là ont été recrutés aussi. Mais ils ont été formés par la suite. Ils ont été formés, mais ça n'a pas atteint le niveau que nous voulons, c'est tout. Et nous voulons les remettre. Est-ce que, voilà, à la fin maintenant, vous avez vu que ceux qui ont réussi leur évaluation, ils sont en classe. Ceux qui n'ont pas réussi, ils sont en classe. Est-ce qu'on les a sortis? Parce qu'il a été dit, il ne faut pas douter de ce qu'un ministre du gouvernement dit. Et je trouve ça très grave lorsque l'on doute de ce qu'un ministre du gouvernement dit. On a bien précisé que ce n'est pas pour envoyer quelqu'un. Mais ce n'est pas ce qui était dit au départ. Il avait été dit on a vu des documents circuler où on rompt le contrat. Qui est-ce qui a produit ces documents? Ne me posez pas la question. Mais non, mais moi je me pose la question. On a vu des documents authentiques circuler sur lesquels c'est écrit, on rompt le contrat, on les appelle pour la formation, on prend ci, on prend ça jusqu'à la fin. Et quand les critiques ont commencé, on a vu le gouvernement revenir pour dire, on ne rompt pas de contrat, on va à l'évaluation. Au moins on a dit ça. Au moins on a dit qu'on ne rompt pas le contrat. Par la suite,
Et quand on voit des documents confidentiels circuler, c'est que ça ne rassure pas. Non, il faut que Et le gouvernement actuel, ce n'est pas le premier coup qu'il aurait fait. Il faut que les gens soient rassurés. Il a été dit, et je sais que des ministres du gouvernement l'ont dit sur des plateaux de télévision et de radio, que c'est juste pour évaluer et connaître le niveau des enseignants, les catégoriser. Et il a été bien précisé que c'est ceux qui n'auraient pas participé, qui ont choisi délibérément de ne pas participer, qui feront les frais. Parce que vous êtes dans l'illégalité. Ah mais dans quelle illégalité? Les centrales et confédérations syndicales, même en recommandant que le gouvernement aille avec l'évaluation, on lui a précisé qu'avant sa fin, que le gouvernement puisse régulariser, puisse légaliser l'opération. Parce que ceux qui ont boycotté disent jusqu'aujourd'hui que c'est illégal ce qui a été fait. Bon, ce que j'ai à dire à ce niveau-là, c'est tout simplement nous sommes dans un pays de droit et ils ont les voies de recours légaux pour pouvoir se faire entendre. On sait ce que valent ces voies également sur la rupture. Ah ben là, mais si vous ne faites plus confiance à la justice de notre pays... C'est la raison du plus fort qui est là. Si vous ne faites plus confiance... Ce n'est pas que vous n'avez pas confiance. Vous savez que le gouvernement, même si vous avez raison avec les lois qui existent, on peut vous suspendre, on peut vous dire, bon allez, vous avez tel nombre de mois de salaire, bye bye, et tout ce qui va. En tout cas, moi, je fais confiance à la justice de ce pays. C'est pourquoi je dis qu'ils ont les voies de recours légaux pour se faire entendre et pour se faire justice. Si tant qu'ils pensent que ce qui a été fait est fait dans l'illégalité, eh bien, notre pays est un pays de droit. Et voilà. Pendant ce temps, 503 sont à la maison pour en parler et ils auront choisi. Ben, ils ont été avertis. Ils ont été avertis et ils ont choisi. Et je sais que ils n'ont pas baissé les bras. Bon, ça donnera quelque chose. La justice de notre pays est là pour nous tous. Pourquoi ne pas mettre en général, puisque vous êtes inspecteur, vous avez dit, vous descendez dans les établissements, vous voyez quelques fautes de ces enseignants, pourquoi ne pas décider de faire comme le gouvernement précédent en les mettant de façon, en les soumettant tous à une formation, comme le gouvernement avait eu à faire à l'époque? Les mettre tous en formation. Justement, mais c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais on ne va pas faire une formation d'ensemble à quelqu'un qui a un niveau qui lui permet d'obtenir 5 dans une épreuve alors que l'autre a pu obtenir 14. Si vous les mettez ensemble sur le même module de formation, vous n'aurez rien fait. Et c'est ça justement quand nous parlons de classe multigrade. Parmi les enseignants aussi, c'est une classe multigrade. Si vous mettez quelqu'un qui a 12 de moyenne, quelqu'un qui a 5 de moyenne, quelqu'un qui a 16 de moyenne, dans une classe que moi, inspecteur, je vais former, je suis en face d'une classe multigrade aussi. Je peux faire ce travail, mais on est capable de catégoriser, de les mettre séparés, de les séparer, de leur mettre la thérapie nécessaire, faisons-le. Et c'est ce que nous voulons faire. Personne n'a dit qu'on va renvoyer quelqu'un. Ceux qui n'ont pas composé ont choisi de ne pas composer. Nous avons le devoir de les former et une inspection en classe ne peut pas permettre de former un enseignant dans tous les compartiments de ses besoins en formation. Et donc, nous avons besoin de les catégoriser. Vous savez, les problèmes de mathématiques au CM2, ce n'est pas pour n'importe qui. Mais quand vous les soumettez, vous voyez ce que c'est. Quand on dit, par exemple, une table circulaire autour de laquelle on doit placer un certain nombre de personnes, ça nécessite une chemise circulaire ici. Mais c'est des choses pour lesquelles les enseignants doivent se préparer pour aller en classe. Mais aujourd'hui, beaucoup ne savent plus faire ça. Je le dis, c'est de l'autoflagellation parce que c'est nous qui avons formé ceux-là. Je suis conscient, c'est nous qui les avons formés. Maintenant, nous avons dit, nous les reprenons pour réajuster les choses. Pourquoi avons-ils refusé? En tout cas, derrière l'évaluation des enseignants, il n'y avait aucune mauvaise intention. Ça, je le souligne. Il y a plus de 503 enseignants expérimentés. Sur combien? Plus de 10 ans à la maison. Oui, mais 503 sur combien au total? Sur plus de 10 000. Vous laissez de côté l'expérience? Et ils ont choisi. Vous laissez de côté l'expérience? C'est eux qui ont choisi de laisser de côté l'évaluation. Aujourd'hui, ils se font appeler, entre autres, enseignants patriotes. Ils se mettent à votre disposition pour dire, vous nous avez suspendu, on n'a plus nos salaires. Mais il y a un manque d'enseignants dans nos établissements. Bon, permettez-nous d'aller vous aider en attendant. C'est une décision gouvernementale, le gouvernement avisera. Et tant que le gouvernement n'aura pas parlé, la situation restera telle. Ah, mais nous sommes dans un pays qui a un gouvernement. Et les décisions... chacun ne peut pas prendre les décisions dans sa circonscription scolaire. Comme j'ai entendu quelqu'un dire hier, allez vous voir vos chefs de circonscription scolaire, dites-lui que la décision de suspension est terminée et qu'on va reprendre. Ce n'est pas le chef de circonscription scolaire qui avait suspendu. Et donc, il faut suivre encore que, parlant de suspension, la plupart d'entre eux n'ont pas reçu de lettre de suspension parce qu'un directeur départemental a appelé un directeur, il arrache la classe, il demande à l'enseignant d'aller à la maison. Est-ce que vous êtes conscient que devant la justice, ce directeur d'école peut avoir de problème? La justice fera son travail. Moi, je ne suis pas juriste. D'un coup de téléphone, on suspend un enseignant. Est-ce que c'est normal?
un coup de téléphone. Dans un état de droit. Il a été bien fait une décision de suspension. J'aurais pu venir ici avec ça, qui existe et qui a circulé et qui comporte qui a circulé comment? Les gens ont dit, ils ont vu sur les réseaux sociaux. Non, mais écoutez, quand on prend une décision, c'est pas pour les mettre sous le casier, non? Ça dans le tiroir, ça a été publié. Et nous n'allons pas appeler venez chercher au marché. Mais ça a suivi. Vous pouvez adresser la suspension aux individus comme vous l'avez adressé des demandes d'explication. Oui, justement, mais quand nous faisions les mutations et nous faisions les nominations et consorts, ça a toujours été envoyé aux directeurs départementaux, aux circonscriptions scolaires. C'est les voies que nous suivons pour atteindre les enseignants. Et c'est ce que nous avons cru devoir faire. Maintenant, si quelqu'un veut avoir un extrait, il n'a qu'à se rapprocher de nous, on va lui donner un extrait. C'est lui qui viendra chercher sa lettre de suspension. Mais mais il n'a qu'à exprimer, on va lui donner un extrait. Donc, parce que même en circonstances scolaires, on peut faire descendre les extraits jusque-là, ça ne nous gênera pas. J'avais évoqué un problème dans cette émission. Vous avez dit qu'il ne faudrait pas en mélanger. Le problème d'ordre infrastructurel. Est-ce que nos écoles aujourd'hui en ont suffisamment? Vous savez, quand on règle un problème, ça crée un autre problème. Et nous avons dit le droit à l'éducation pour tous. Et nous avons également travaillé à l'accès et à la rétention. Et Dieu seul sait que nous sommes allés très loin. Et nos taux ont été améliorés en matière d'accès et de rétention. Cela appelle indubitablement des problèmes d'infrastructure et de mobilier que le gouvernement s'attelle également à régler. Le point, je ne l'ai pas ici pour vous dire, chaque année qui passe, même cette année dans l'Atlantique, il y a un projet de construction de plusieurs centaines de salles de classe. Donc nous le faisons. Mais compte tenu de nos besoins, les efforts qui sont faits ne sont pas perceptibles. Là, ils ont raison parce qu'eux veulent que tout soit rose. Mais nous travaillons à ce que cela soit résolu. Mais si nous n'y parvenons pas encore, nous leur demandons de bien vouloir patienter. C'est vrai, il y a des problèmes infrastructurels, il y a plein de problèmes de mobilier. Mais pas autant que l'on est en train de le dire ces derniers temps. Ces derniers temps, il y a comme une sorte de cavale contre le ministère des enseignements maternels et primaires. Tous nos efforts sont noyés dans les petits problèmes de personnes qu'il y a là. Mais ça ira. Vous pensez qu'il y a problème de personnes? Oui, et qu'il n'y a pas de problème réel, donc bon, le problème réel... Oui, justement, ce que les gens appellent problème, nous les avons déjà pris comme problème et nous sommes en train de les résoudre. Et vous les voyez sous l'angle de problèmes personnels, des attaques personnelles. Monsieur Moulay, quand on travaille dans ces conditions et qu'on a un gouvernement exigeant qui est prêt à démettre un directeur d'école pour insuffisance de résultats, alors que le même gouvernement demande à ce directeur de patienter les solutions qui vont venir, est-ce que ce n'est pas de l'injustice parfois? Non, monsieur Djassou. Nous avons aidé plutôt les directeurs d'école à organiser au moment où nous sommes en train de faire le nécessaire pour leur mettre à disposition des enseignants. Nous les avons aidés en indiquant déjà même les effectifs qu'on peut mettre ensemble. Et les chefs de circonscription scolaire sont là pour les y aider. Et le ministre a toujours autorisé les parents qui ont voulu venir au secours en attendant que les enseignants soient mis à disposition de nos écoles. Je ne vois pas l'injustice qu'il y a là. Vous savez, le problème de manque d'enseignants, je l'ai dit, ça ne date pas d'aujourd'hui. Et c'est ça qui a fait, entre 2001 jusqu'à 2008, le grand nombre d'enseignants communautaires que nous avons. C'est parce qu'il n'y avait pas d'enseignants et les communautés s'organisaient pour prendre des enseignants. Malgré ça, l'État prenait 4500 ici, 2000 enseignants. Mais ça ne suffisait pas parce que le besoin était grand. Et donc le même problème, c'est comme si c'est aujourd'hui que le problème de pénurie d'enseignants est né dans notre pays. Ça date de très longtemps. Et nous sommes en train de les résorber petit à petit. Même en faisant les fusions des classes, ça nous a permis d'économiser un certain nombre d'enseignants. Que les enseignants eux-mêmes doivent pouvoir témoigner de ces choses-là. Vous voyez? Donc, je vous réponds en disant qu'il n'y a pas d'injustice là. Le gouvernement doit être exigeant. Parce que il n'est pas enseignant qui veut. Quand vous êtes enseignant devant des enfants, c'est ce que les parents ont de plus cher. C'est ce que la nation a de plus cher. Et donc, on ne peut pas être tolérant pour certaines choses devant les enseignants. Les subventions?
Les subventions. Est-ce qu'elles sont disponibles jusqu'à cette heure? Les subventions, le cas a été déjà mis en place dans toutes les écoles. Et le besoin sur le terrain, vous avez dit le cas face au besoin, est-ce que ce n'est pas insignifiant? L'année scolaire compte combien de mois? Et nous en avons déjà fait combien? S'ils ont le cas, dès le vote du budget, ils auront le reste. Et ça a été toujours fait comme ça. Donc ça fait en 2020? En 2020, c'est dans 2 mois. C'est même dans 1 mois, puisque nous sommes déjà en novembre. Et sur les besoins, il faudra patienter encore. Vous savez ce à quoi servent les subventions de l'État? C'est pour le fonctionnement de l'école. C'est pour le fonctionnement de l'école. Et vous savez combien? 150 000 francs par classe. Pour les besoins de l'école. Et on a déjà eu le cas. On peut s'en contenter en attendant que le reste arrive. C'est sans oublier qu'avec cette histoire de gratuité, surtout pour les filles, il faudra qu'on enregistre, il faut qu'on fasse le nombre, il faut qu'on renvoie l'ascenseur au gouvernement avant que le gouvernement ne décide de rembourser. Il ne rembourse jamais d'intérêt. Mais là, il n'y a pas de remboursement à faire puisque les enfants... Vous savez, notre logique, je vais vous dire comment on en est arrivé à 150 000 francs. C'est que chaque enfant au primaire est subventionné à 3 000 francs de contribution. Pour un effectif de 50, de ratio 50 que nous avons arrêté, ça fait 50 élèves pour 3 000 francs fois 50, c'est ça qui fait 150 000 par classe. Donc les enfants sont déjà subventionnés. On n'a plus rien à aller demander au gouvernement. Encore que le gouvernement fait son travail de mise à disposition. C'est comme si les directeurs d'école inventent les besoins, alors, monsieur Onley. Mais écoutez, quels besoins? Ils n'ont pas inventé de besoins, puisqu'ils n'ont pas acheté de mobilier dedans. Ils n'ont pas construit les salles de classe. Ils ont acheté les fournitures pour faire le démarrage des activités scolaires. Et ils ont à venir en appoint pour quelques réparations de tables bancs ici, inviter le menuisier pour réparer ici, inviter le maçon pour fermer un trou ici. Bon, si ce n'est que ça, les 150 000 francs par classe, ça suffit. Le mobilier manque. Le mobilier manque, mais vous savez... Vous n'êtes pas sans savoir des dons que des gens sont obligés d'aller faire dans l'établissement parce qu'il y a des apprenants qui s'asseyent par terre sur des briques. Monsieur Diossou, le ministère des enseignements maternels primaires chaque année met environ 3 milliards à la disposition des communes pour la gestion des écoles primaires et maternelles. Ça, c'est la subvention de l'école aux communes, de notre ministère aux communes, la subvention de l'État aux communes. 3 milliards pour s'occuper des salles de classe et des mobiliers. Mais cela n'a pas empêché le gouvernement non plus d'aller dans certaines localités pour faire des infrastructures. 3 milliards, ça peut construire combien de salles de classe? Mais ça va faire quelque chose. Face aux besoins, ça peut construire combien? Ce n'est pas rien, mon frère, c'est quelque chose pour le moment. Par commune, vous avez dit? Oui, mais ce n'est pas 3 milliards par commune. 3 milliards pour les communes. Mais c'est quelque chose devant rien. C'est quelque chose. Pour les communes, donc pour les 77 communes du Bénin, l'État met 3 milliards à disposition. Donc par commune, est-ce qu'il y aura difficilement... Ça servira à faire quelque chose parce que, vous savez, les besoins sont grands. On ne peut pas faire tout à la fois. C'est comme un père de famille, M. Diossou. Il dit, écoutez, c'est la rentrée, je m'occupe de tout ce qui est sac, fourniture et tout ça, mais je mets de côté la santé, je mets de côté l'électricité, on va mettre ça en veilleuse d'abord, la nourriture, on va mettre ça en veilleuse d'abord. L'État n'a pas que l'éducation. C'est pas la même chose que le père de famille. Il tient compte de ses besoins pour faire ses enfants. Ah, mais non, écoutez, le père de famille, c'est ça. Ah bon? On n'a pas un nombre d'enfants qu'on ne saurait gérer. Justement, il tient compte de sa bourse, n'est-ce pas? Et c'est au prorata du nombre d'enfants qu'il a fait. Et donc, nous disons la même chose. L'État également... Est-ce que l'élève a besoin d'électricité? Est-ce que l'élève a besoin de l'eau? Est-ce que l'élève a besoin de soins de santé? L'État va veiller à tout ça aussi. Donc, ne trouvons pas que ce qui est fait dans l'enseignement est peu. C'est vrai que nous en avons besoin encore. Mais avec le temps, vous verrez, l'école se portera mieux. Ça, je vous l'assure. Cette émission est interactive. Alain Dosso-Ronley, vous êtes secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Nous allons donner l'opportunité aux auditeurs d'intervenir à présent. Les numéros sont les 64 44 02 44, 64 44 02 44, 66 75 72 72, 66 75 72 72. Nous allons commencer par les recevoir avec l'aide de Georges Siviston pour nous qui nous accompagne à la mise en onde ce matin. Premier auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour monsieur le journaliste. Oui, bonjour monsieur. Oui, bonjour l'AG aussi. Bonjour monsieur. Bonjour. Moi, je m'appelle Arwandine Maxime. Vous vous appelez d'où monsieur Arwandine? J'appelle de Calavi.
Nous vous écoutons. Ok. Qu'est-ce que le nouveau programme amené par le gouvernement Yahya Boni a donné de bon à l'école béninoise? Moi, quand je regarde certaines choses, moi, ça me fait vraiment de la peine. Moi, je suis en train, j'ai des enfants, j'ai un enfant qui est au CI. Par exemple, maintenant, on dit, bon, Ibi, bon, oh, bon, ben, il n'y en a plus ça maintenant. Alors que l'enfant a besoin de ça pour savoir prononcer le mot. Moi, je ne sais pas qu'est-ce que le nouveau programme a amené de bon. J'ai un enfant qui est aussi au CM2, on l'apprend à faire l'électricité. L'électricité que moi j'ai fait aussi au collège, on apprend cela à l'enfant à l'école primaire, au CM2. Moi, je me demande qu'est-ce que le nouveau programme a amené à l'école béninoise. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, le SG a parlé maintenant et a dit que autant le gouvernement Yahya Boni que lui-même a participé à la formation de ces enseignants-là. Je parle de la promotion 2008. Le problème de l'administration béninoise, c'est quoi? On ne veut pas dire la vérité au chef. Moi-même, je suis de l'administration béninoise. Le chef a dit ça, faisons ça, sachant très bien que ce que le chef a dit, que c'est mauvais, mais on n'a pas le courage de lui dire la vérité. On fait ce que le chef a dit. Sinon, peut-être que j'ai un poste politique, on va m'enlever ce poste politique-là. On a peur de ça. Et on fait ce que le chef dit. Aujourd'hui, maintenant, le commandant Talon dit qu'il va renvoyer les gens. L'SG qui est là oblige de le faire. Le SG qui est là obligé de dire ce que le président Talon a dit, c'est ça qu'il va faire. Même si c'est mauvais, il va le faire. On aura le gouvernement après Talon, et c'est comme ça que le code béninoise, la politisation de l'administration publique a tout foutu en l'air. C'est quoi le lien que vous faites avec la promotion 2008 que vous évoquez? Oui. Quand je l'ai suivi maintenant, quand il a parlé de la promotion 2008, il a dit qu'une dame avait dit, oh, moi je n'ai pas travaillé. Et pourtant, on m'a dit que j'ai 12. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enseignants-là, sachant déjà qu'on ne va pas les renvoyer, n'ont pas donné le meilleur d'eux. Ça veut dire quoi? Le résultat qu'ils ont eu, c'était un résultat pas vraiment appréciable. On ne peut pas ce résultat-là et travailler avec ça. Ça, c'est un. Deuxième chose, évaluer un enseignant, ce n'est pas seulement aller sur une table et dire voilà, voilà. Il y a aussi la pédagogie aussi. Donc, ils doivent, quand ils ont fait leur évaluation, ils doivent rester d'abord là et aller suivre encore ces enseignants-là lors des inspections pédagogiques pour voir la transmission, comment ils arrivent à transmettre. D'accord, c'est compris, M. Arrondinon. Merci pour votre appel. Nous allons prendre notre auditeur. Bonjour. Oui, M. Vigile Avanceur, bonjour. Bonjour. Anselmo Pindior, depuis Calavi. Nous vous écoutons, M. Pindior, même si ce n'est pas Virgile qui conduit l'émission aujourd'hui. Nous vous écoutons. Ok, je salue votre invité. Moi, j'ai deux questions à vous poser, et puis encore une doléance. Moi, mon souhait est que, parce que la façon dont le secrétaire général est en train de conduire, c'est-à-dire Dazi, ne me rassure pas. Moi, mon souhait est que le débat aurait été fait entre ce monsieur avec les syndicalistes, précisément Kassa Mampo. Vous aurez souhaité une contradiction. Voilà. Parce que vraiment, avec ce qui se passe, ce que nous sommes en train de voir sur le terrain, par rapport à ce que le monsieur est en train de dire, j'ai l'impression comme si il y a un endroit qui dit du coup nous mettons à Bodagloumé. C'est qu'ils sont avec le chef de l'État, mais ils n'ont pas le courage pour dire réellement ce qui se passe sur le terrain au chef de l'État. Et après, quand ça va péter peut-être, ils vont revenir nous dire que c'est voilà, en ce temps-là, on ne pouvait pas le dire. Voilà, on aurait fait ceci. Donc, vraiment, il ne faudrait pas qu'on donne courage indien au chef de l'État. Deuxième sujet, on parle aujourd'hui des écoles. Monsieur le journaliste, demande à votre invité, nous avons vu en pleine ville, à Zogo, là, il n'y a pas les matériels, c'est-à-dire le tableau-banc, et puis les toitures sont gâtées. Il n'y a pas les écoles, les choses là pour les enfants. Venez à Kosoupeta.
il y a des briques qui ont été placées comme des bancs. Et si ça se passe comme ça avec tout ce que ce gouvernement, c'est-à-dire la rupture connaît, et puis les rigueurs que la rupture a, est-ce que cela honore notre pays? Et le monsieur parle comme ça. Je vous remercie. Merci à vous, monsieur Peña. Un autre auditeur, bonsoir. Bonjour, monsieur Diosso Sapinet. Bonjour. C'est Christian Quadron. Nous vous écoutons. Bonjour, l'invité. Bonjour, monsieur Quadron. Je veux une précision avant d'aller sur ma question, monsieur. Votre poste de secrétaire général du ministère, ça date de quand, s'il vous plaît? Est-ce que ça a quelque chose ça de lien? C'est quoi le lien? Allez à votre question. D'accord. J'ai posé la question, c'est pour savoir si c'est avant ou après l'élection du président Patrice Talon. Est-ce que vous pensez que l'invité fait de la politique, c'est ça? Non, du tout. Je n'ai jamais dit ça. Allez-y, à votre... Est-ce que le SG a eu le courage de dire au ministre le ministre de son tutelle et le président une fois que ce n'est pas la manière dont ils sont en train de prendre les choses qui va donner la rentabilité et qui va honorer nos apprenants dans ce pays. C'est pourquoi je lui demandais ça. Ce n'est pas, est-ce qu'il a eu le courage de dire ça une fois? Parce que en l'écoutant, je sens très bien que il sait très bien, il sait pertinemment que la situation actuelle ne conforme pas à ce que lui-même il avait fait par le passé. Mon deuxième préoccupation, monsieur l'invité, moi, ce qui me fait réfléchir tous les jours que Dieu fait, c'est quoi? En tant que cadre, vous qui êtes là, en tant que cadre, vous avez même vos enfants dans les établissements publics ou bien dans les établissements privés, parce que vous savez très bien que... répondez ça. Troisième question, monsieur l'invité. De vous à moi. Oui. Pensez-vous que la situation que, depuis 2016, que la situation qu'on prenne pour gérer nos établissements publics aujourd'hui, est-ce que ça ne rend pas, ça ne tue pas, oui c'est le mot que je vais utiliser, ça ne tue pas notre éducation aujourd'hui si vous envoyez vos enfants à l'école, ils reviennent sans mettre. Pour finir, je voulais vous demander, est-ce que vous ne pouvez pas dire aux enseignants, aux directeurs d'école que les classes qui n'ont pas de maître, de dire à ces enfants-là de rester à la maison au lieu de prendre le risque de se promener tout le temps dans les chemins, c'est l'accident par-ci, c'est l'enlèvement par-là. Oui. Merci, nous allons prendre notre auditeur rapidement. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Votre nom s'il vous plaît. Moi c'est Romuald Koudje. Votre préoccupation. J'appelle de Angata, la commune Adjara. Nous vous écoutons, monsieur Koudje. Vraiment, je salue monsieur Alain. Merci. Même ma préoccupation, est-ce que ce n'est pas une manière de semer le trou? Il est parti. Georges Bonou nous permettra d'avoir un autre, le tout dernier certainement. Bonjour. Oui. Bonjour. Votre nom s'il vous plaît. Sébastien Nyankosso, je m'appelle. Nous vous écoutons, monsieur Nyankosso. Je salue votre invité. Le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut, mais ça ne va pas dans nos établissements. Ce n'est pas bien. Même pas pris ça hier, dans l'école primaire publique de Kondéou. Nous avons tenu une réunion avec les parents des élèves. Il y a en manque 7 enseignants. 7 enseignants dans cette école. 7 enseignants. Donc, et les parents des élèves ont décidé de cotiser 4 050 francs par élève. Donc, celui qui a 3 enfants dans cette école doit payer 4 050 francs par 3. Est-ce que c'est normal? Et la situation est identique dans plusieurs de nos écoles. Alors, nous sommes au temps de la rupture. Pouvons-nous accepter ça? Pouvons-nous être insensibles à cette situation? Nous ne pouvons pas envoyer nos enfants à l'école pour devenir des abrutis. Monsieur le secrétaire, rapidement envoyez votre ministre et trouvez des solutions pour cette situation. Sinon, ça fait mal et ça nous touche le cœur.
C'est ma seule préoccupation pour ce matin, monsieur le journaliste Sébastien Nyonroche. Je vous remercie. Merci à vous, Sébastien Nyonroche. Georges me permet d'avoir un tout dernier. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Gassou. C'est Devon qui est à l'appareil. Monsieur Devon. Oui. Bon, j'ai l'impression que le SGM n'a pas dit toute la vérité. Et un SGM est la mémoire du système. Et il doit savoir que nous sommes en situation exceptionnelle aujourd'hui. Le Bénin n'a fait 22 ans de service. Le Bénin n'a jamais vu ça. Et j'ai fait le tour. Quoi? Le Bénin n'a jamais dit quoi? Le Bénin n'a jamais vécu ça, dites-vous? Parlez plus fort, monsieur Devon, s'il vous plaît. Oui, pardon? Vous dites que le Bénin n'a jamais vécu ça, dites-vous? Le Bénin n'a jamais vécu ça. Ok. C'est une situation exceptionnelle. Vous êtes la mémoire du ministère. Et fouillez dans les archives. Et moi, j'ai fait le jeudi passé le tour en prenant part à Djohou, Pédéport, jusqu'à Sommet, à Sébodone, à Moto. Et j'ai parlé aux enfants. Je n'ai pas rencontré les enseignants. Parce que les enfants, quand ils vous voient comme ça, ils parlent. La situation est grave, monsieur le SGM. Et moi, je voulu que vous allez sur le terrain et que vous savez que le ministre de l'enseignement secondaire est aujourd'hui dans le Nord. Et il doit aller constater les visites, les informations que nous donnons. La situation est grave. Moi, j'ai une seule question à vous poser. Est-ce que vous pensez que le CE peut avoir lieu en juillet, lorsque aujourd'hui, jusqu'à maintenant, des classes de CM2 n'ont même pas encore de maître, ou, c'est-à-dire, on fait du replacement. Et c'est ça, monsieur le SGM, dites-nous la vérité. Et je voudrais que, pour finir, quand vous parlez de classe multigrade, une fois que vous n'avez pas dit toute la vérité. Si vous avez confondu classe multigrade et classe hétérogène. Moi, je suis didacticien. Je ne sais pas vous donner la définition ici. Mais vous confondez des choses là. Et dites la vérité au ministre et au président de la République. Pour dire que ça ne va pas subir des mesures exceptionnelles. Monsieur le SGM. J'en ai fini. Bonne journée, monsieur Kapoué. Merci à vous, Thierry Devon. Nous revenons au studio. Alain Dosso-Ronleï, vous avez entendu les auditeurs. Nous en avons reçu, je dirais, 5, puisqu'il y a le 4e qui n'a pas pu exprimer sa préoccupation avant de partir. Nous vous laissons répondre, parce que là, dans moins de 15 minutes, on aura fini l'émission. Merci beaucoup. Je voudrais remercier tous ceux qui ont appelé pour intervenir dans cette émission. Je voudrais d'abord remercier celui qui a parlé des nouveaux programmes pour dire, non mais écoutez, les nouveaux programmes, on a parlé de nouveaux programmes depuis des années, ils sont plus nouveaux. Et en vérité, c'est la manière d'enseigner qui a changé. Sinon, I, c'est toujours Ti. 2 plus 2 a toujours donné 4. Mais nous avons plutôt voulu que l'enseignement se donne autrement pour que l'enfant puisse apprendre à apprendre et que l'enseignant puisse apprendre à l'enfant à apprendre. Et quand on se rend compte que ce qui avait été fait jusque-là a été plus, ce qu'il a dit, plus efficace que ce qu'on implémente actuellement. Non, j'en reviens. Vous avez vu qu'il y a eu des mesures correctives. Et là où je voudrais en arriver, c'est pour dire à celui-là que la méthode dont il est nostalgique, cette méthode-là, nous sommes en train de la ramener. Et les décodables que nous sommes en train de rédiger actuellement, c'est des livres qui vont permettre aux enfants de savoir bien lire tel qu'il est en train de le souhaiter. J'ai tenu à répondre à celui-là. Et il a parlé de l'évaluation en situation de classe. Nous en avons déjà parlé. J'ai dit qu'en situation de classe, il y a 2 choses qu'il faut voir. La notion à enseigner, la maîtrise de la notion à enseigner et comment on l'enseigne et la transmission du savoir. Si nous nous attelons d'abord à la notion à enseigner, c'est que finalement nous reviendrons à la manière de transmettre. Donc il faut qu'on aille au cas par cas. Pour le moment, nous sommes en train de chercher à renforcer le niveau des enseignants dans les notions enseignées et plus tard, nous allons venir à la manière d'enseigner. Le souhait d'un débat contradictoire, c'est à vous de juger. Même de matériel dans les écoles. Vous êtes preneur. Si on vous invite pour ça. Bon, on va en parler après. Le manque de matériel dans les écoles, je crois que nous en avons parlé. Le gouvernement fait ce qu'il peut, le gouvernement le fera toujours. Mais il faut dire que de l'argent est envoyé, comme je l'ai dit, dans les communes parce que la décentralisation veut que les écoles primaires et maternelles soient gérées par les communes. Et nous transférons les ressources à cet effet. Néanmoins, le gouvernement est en train de faire ce qu'il peut faire et continuera de le faire. Bien, en ce qui concerne les évaluations, beaucoup ont dit que c'est la manière qui n'est pas bonne. Si c'est la manière,
nous prenons acte. On va voir les prochaines fois ce qu'il faut faire pour que tout le monde puisse savoir que ce qui est fait n'est pas contre l'enseignant et pour pouvoir bien adhérer à la chose, parce que ce n'est pas pour faire du mal aux enseignants. Certains estiment que vous n'avez pas le courage de dire la vérité au ministre. Et oui, que, j'allais aborder ça. Il faut le dire aussi, hein, c'est difficile même pour nos reporters d'aller sur le terrain, de pouvoir avoir des enseignants qui parlent. Tout le monde dit, je ne vais pas parler. Je ne vous dirai rien. Parce que ce n'est pas moi qui vais parler. Et puis ça, du coup, on fait de l'hypocrisie avec vous. Non, vous savez... Parce que vous n'aimez pas, je dis vous, excusez que je dise, parce que vous êtes secrétaire général du ministère. Oui, je suis parmi les autorités du ministère. Vous n'aimez pas qu'on critique, vous n'aimez pas qu'on vous dise ce qu'on ressent réellement. C'est peut-être parce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. Sinon, je sais que les enseignants n'ont pas la langue de bois. C'est parce qu'ils n'ont pas quelque chose à dire. On en a invité en studio pour parler. Ils nous ont dit on ne peut pas. S'il n'est pas sûr sous le régime actuel, mais sur le terrain, ce qu'il vit, c'est là. On va y regarder. Vous aussi, regardez, allez dire. Moi, je ne vais rien vous dire. Est-ce que vous n'avez pas instauré un climat de peur, de terreur, qui fait que parfois, même quand les gens souffrent, ils ont du mal à vous dire nous souffrons? Vous venez de me l'apprendre. Pour nous, le ministère a été toujours ouvert. Même les gens qui demandent, n'importe qui demande à rencontrer le ministre pour lui dire ses impressions sur quoi ou quoi. S'il ne les rencontre pas, il confie la mission à son secrétaire général ou bien au DC ou bien au DAC. Nous avons toujours reçu tous ceux qui sont venus nous voir pour faire des propositions ou pour dire quoi. Maintenant, s'il y a des gens qui n'ont pas le courage, je les exhorte à venir, à se rapprocher de nous. Ou tout au moins, il y a les moyens, il y a des écrits, ils peuvent écrire. Il y en a même qui nous écrivent pour dire sur tel sujet, nous vous suggérons de faire, il y en a. Maintenant, s'il y en a qui n'ont pas le courage, c'est pas grave. Pour ceux qui vous font cette suggestion, je voudrais dire que... Combien prenez-vous en compte? Est-ce que ce n'est pas tout ce que vous pensez? Oui, on ne va pas quand même prendre tout en compte quand ça n'est pas pertinent. Si c'est pertinent, on les prend en compte. Vous ne savez pas ce que nous prenons en compte. Tout ce que nous faisons, nous sommes ouverts au dialogue. Nous sommes ouverts aux critiques. Même ceux qui font les critiques les plus... Comment je vais appeler ça? Malsaines. Je les remercie parce qu'ils nous permettent de nous réajuster. Ceux qui nous donnent des conseils, on prend. Ceux qui font des critiques, on prend. Nous sommes à l'écoute de tout le monde parce qu'il faut se réajuster. Vous-même qui êtes au charbon, vous ne savez pas toujours tout ce que vous faites, de bien ou de mal pour les autres. C'est à eux de le dire et nous allons nous corriger. Voilà par exemple quelqu'un qui dit, vous tous, vous avez vos enfants dans le privé. Dans le privé, c'est faux. Ah, c'est faux. Moi qui suis devant vous en train de vous parler, je peux vous citer des écoles primaires que vous allez parcourir. Vous verrez les noms de Honlei. Mes enfants, pour ne pas citer leur prénom ici. Vous allez à l'école catholique, à l'école primaire publique à Tapoubé, parce que c'est l'école catholique des garçons, c'est pourquoi je me suis trompé. Mais les noms sont là. Vous allez à Kitigbo, mes enfants ont fait là. Vous allez à Tchada, mes enfants ont fait là. Vous allez au CG de Kandi, mes enfants ont fait là. Moi, mes enfants n'ont jamais fait le privé. Je ne dis pas ça pour faire de la mauvaise publicité au privé. Mais moi, je trouve que les meilleurs enseignants, puisque j'ai contribué à les former, sont dans le public. Je leur fais confiance. Mes enfants fuient par là. Et ils ont fait l'université d'Abomey Calavi. Ils ont fait l'université de Lokossa, il a fait Parakou. Donc mes enfants n'ont pas fait le public et le privé, justement. Jusque-là, moi, non. C'est bien quand on a un papa qui est inspecteur, il peut veiller au grain à la maison. Justement, on n'en a même pas le temps. Et j'ai été là, un très mauvais père. Je n'ai pas pu encadrer mes propres enfants à la maison. Mais je les organise pour qu'ils étudient. Mais ils ont tous fait le public. Renseignez-vous. Et bon, le manque d'enseignants, oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. Vous voyez, M. Nyonkhosou a dit, c'est bien Nyonkhosou, il a dit quelque chose que j'ai déjà dit ici. 50 oui, voilà, quand on fait ces propositions-là, on nous les envoie. Nous voyons et nous calculons, est-ce que vraiment il faut ça? Est-ce que, bon, et nous encourageons ces parents-là à aider. Le moment venu, on leur retournera des enseignants dans les classes. Vous voyez, c'est des précautions qu'il faut prendre pour que, comme quelqu'un le dit là, on ne dise pas aux enfants d'aller à la maison. Dire aux enfants d'aller à la maison, ce n'est pas bien. C'est pas bon, ça le met plus en sécurité que de le laisser dans la cour flâner. Non, aucun enfant ne devrait rester à la maison, dans la cour pour flâner. Parce qu'il est organisé, la surveillance des enfants dans l'école. C'est régi par nos règlements intérieurs. Dès qu'un enfant a mis pied dans les classes, à l'école, il est sous la responsabilité du directeur d'école et sous chaque enseignant. Eh bien, M. Devonon, lui, bon, il a vu de la contradiction partout, on n'a pas dit la vérité. Bon, je le laisse dire ce qui est vérité à lui. Tout ce que moi je sais que les gens ont compris ce que j'ai dit, parce que j'ai répété dans une classe multigrade, dans une classe qu'on dit, voici une classe de CE2, tous les enfants n'ont jamais le niveau de CE2. Il y en a même qui dépassent le niveau, il y en a qui sont en deçà du niveau, il y en a qui sont au niveau. Tout cela, l'enseignant a le devoir de gérer. Et le Bénin n'a jamais vécu ça, Moi, je ne sais pas. J'ai fait plusieurs années d'enseignement.
je sais que j'ai tenu une classe de C1 et de CI une fois. Et il y a ce qu'on appelait des écoles à recrutement biennal. Dans ces écoles, il n'y a jamais les 6 classes. Il y a toujours CI, C1 et CM1. L'année qui suit, vous verrez le CP, le CE2 et le CM2. Mais quand il y a des redoublants, ils se mettent toujours ensemble. Je vous parle de 87. J'étais déjà enseignant. Je vous parle de 87. Et ça a duré. Alors si la situation n'a jamais été comme ça au Bénin, pourquoi avons-nous eu des communautaires? Si c'est en parlant de manque d'enseignants, la situation a été toujours comme ça. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de prendre le taureau par les cornes. C'est vrai, ça va faire mal. Mais pour le moment, souffrez que ça fasse mal comme c'est en train de le faire. Et vous verrez au bout du tunnel que nous avons réussi. Dire la vérité au ministre. Je dis, notre ministre est ouvert. Venez à nous tous les lundis, vous verrez qu'il y a le conseil de cabinet où chacun dit ce qu'il pense du sujet qui est sur la table. Et nous, vous venez au chacun dit ce qu'il pense ou chacun dit ce qui arrange le ministre. Bon, ça c'est vous qui le pensez. Parce que je crois que nous sommes tous dans un même bateau et que nous n'avons pas le droit de faire chavirer le bateau. On connaît un peu nos cadres au Bénin. Il vaut mieux caresser l'autorité dans le sens des poils. Non, mais, le temps qu'il fera. Et quand quelqu'un d'autre viendra, on dit, comme l'a chanté l'artiste à Trito, tout ce qu'on leur dira, c'est comme ça, il faut faire avec eux. Il faut les laisser faire. C'est vrai qu'il faut le dire avec une certaine courtoisie. Quand vous dites qu'il faut caresser le patron dans le sens du poil, il faut dire les choses avec une certaine courtoisie. On n'attaquera pas le chef, mais il faut lui dire avec toute la courtoisie. Vous êtes inspecteur, vous êtes convaincu que ce que le gouvernement est en train de faire, en train d'implémenter, ce n'est pas bien, ça n'aura pas un résultat. Est-ce que vous avez le courage de dire ce que vous faites là? Malheureusement, c'est des choses que nous pensons ensemble. Et il vous dira toujours, voilà le problème, allez, pensez, et puis bon, faites-moi des propositions. Et ça part toujours de nous. Je ne sais pas pourquoi nous irons lui dire après ce que nous avons pensé, que vous avez mis en œuvre, c'est vous, non. Nous pouvons dire, oui, mais à la mise en œuvre, voici les réagissements à faire. À la mise en œuvre, ça a péché ici, on peut le faire. Ça a été toujours pensé, il vous dit toujours, allez-y, réfléchissez, faites-moi des propositions. Alain Dosso-Moulaye, est-ce que le certificat d'études primaires pourra tenir en juillet avec ce flottement-là que nous connaissons? On dit qu'il y a des classes de CM2 qui n'ont même pas d'enseignants jusqu'ici. Malheureusement, il n'en a pas cité parce que les directeurs sont tenus de tenir les classes de CM2. Et jusqu'à que chaque école a son directeur aujourd'hui d'abord. Alors, je ne sais pas quelle classe de CM2 n'a pas d'enseignants. Il ne faut pas dire certaines choses pour faire peur au peuple, pour semer le doute dans l'esprit des gens. Le CEP aura bel et bien lieu. C'est planifié. En juin. Sans faute. Mais l'année scolaire a commencé, l'année scolaire a démarré. Si tout va comme nous avons organisé, il n'y aurait pas de problème. C'est parce qu'à des niveaux donnés, des enseignants, les directeurs d'école, et ce n'est pas leur faute, c'est ce qu'ils ont fait. On fait des jumelages de classes, des regroupements de classes qui nous font du moins parler aujourd'hui. Je crois que cela va nous permettre de retourner sur le terrain et les encadrer et voir comment il faut arranger les choses pour que chaque classe puisse travailler en attendant la mise à disposition des enseignants. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous laisse dire votre mot. Je voudrais d'abord vous remercier, Soleil FM, pour nous avoir offert cette occasion de partager avec le peuple béninois sur les sujets d'actualité. Et je l'ai dit, je le répète, tout ce qui est fait dans l'intérêt de l'école béninoise. Et l'école béninoise appartient à nous tous. Et c'est ce que nous avons de plus cher que nous envoyons dans ces écoles. Je voudrais inviter les enseignants, les parents d'élèves et tous les acteurs de l'école à s'associer à nous. Nous sommes ouverts aux critiques, aux propositions pour que notre école puisse marcher. Après tout, c'est notre école. Je vous remercie. Alain Dosso-Moulaye, vous êtes inspecteur des enseignements maternels et primaires, vous êtes psychopédagogue de l'éducation et de la formation, vous êtes l'actuel secrétaire général du ministère des enseignements maternels et primaires. Avec vous, on aura survolé aujourd'hui les problèmes de ce sous-secteur depuis la rentrée scolaire qui a pris son envol le 16 septembre. On aura retenu que des problèmes existent réellement, mais que le gouvernement travaille à apporter des solutions qui ne vont pas durer. Vous rassurez que tout se déroulera comme prévu. Si ce que vous voulez implémenter, vous réussissez à le faire. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous, auditrices et auditeurs de Soleil FM, à vous qui nous suivez sur Sika TV également. Merci pour votre attention. Sans langue de bois, ce sera encore dimanche prochain.